compléter. Alors, lorsqu'on faisait le cadrage macroéconomique, on s'est rendu compte que les interventions du fonds pour combler en fait le gap de financement, c'était moins d'une semaine de recettes fiscales. Parce que les recettes fiscales quand même sont très bien suivies au Sénégal. C'était moins d'une semaine de recettes fiscales. On s'est dit, mais tant qu'à faire, c'est le moment de prendre notre destin en main. On va se passer du Fonds monétaire, juste avoir avec eux un programme sans décaissement. L'idée, quand même, est venue du Sénégal. Juste avoir avec eux un programme sans décaissement, mais également on va profiter de la période pour fixer en fait les piliers en fait pour l'émergence vraiment véritable du Sénégal. À l'époque, j'avais personnellement eu des discussions assez poussées avec Aminata Niane pour lancer en fait la stratégie de croissance accélérée. Bon, bien sûr, tout ça est devenu du n'importe quoi après. Bon, parce qu'une stratégie de croissance accélérée assise sur, je ne sais pas, 6-7 secteurs, c'est sans qu'on mesure avec les capacités financières et humaines du Sénégal. Bien sûr, ça mène à rien du tout. Alors, mais en fait, bon, on n'a rien fait de tout cela. Finalement, on s'est lancé dans des programmes dispendieux. Avec les travaux de l'ANOCI, avec les transferts massifs sans absolument aucune efficacité dans le secteur de l'énergie. Bon, à l'époque, en 2 ans, en 2006 et 2008, on avait transféré presque 400 milliards en fait, dans le secteur de l'énergie. Donc voilà, donc un pays en fait qui disposait d'une manne financière extraordinaire. Et il y avait à l'époque le projet de Diamniadio, on pourra en dire un mot tout à l'heure, d'une volonté de tous les bailleurs de fonds de l'accompagner, se retrouver en 2008 avec une situation des finances publiques totalement exsangue. Voilà. Parce que cet argent a été mal utilisé. Mais il a été bien orienté dans le projet porteur, c'est ça? D'abord, on s'est lancé dans des programmes dispendieux, dans des choses non prioritaires, dans du gâchis, un gâchis extraordinaire avec les travaux de l'ANOCI. Bon, là, c'est les audits qui nous en diront davantage. Dans des transferts massifs, sans aucune efficacité, mais dans du gâchis, en fait, pour le secteur de l'énergie. Bon, et figurez-vous, à l'époque, on avait fait des coupes budgétaires de presque 200 milliards. Bon, plus précisément, c'était 192 milliards à peu près. Des coupes budgétaires de presque 200 milliards. Et malgré ça, l'État s'est retrouvé avec des arriérés de paiement de l'ordre de 300 milliards. Quelques années après, en 2008, on se retrouve dans une situation complètement différente. Le Sénégal plonge dans une crise où on retrouve des trous de pratiquement de 400 milliards, de 500 milliards. Où est passé cet argent? Les audits nous édifieront davantage. Comme j'ai dit, il y a eu beaucoup de gaspillage, beaucoup avec les travaux de l'ANOCI. Des transferts massifs, sans aucune efficacité pour le secteur de l'énergie. 400 milliards pratiquement en 2006 et 2008. Bon. Vous pensez que cet argent n'a pas été utilisé à bon escient, c'est ça? Bon, ça, moi, ce sont les... En tout cas, on n'en voit pas, comment dirais-je, nécessairement les impacts. Quand cela ne tient sur le secteur de l'énergie, on vit toujours les mêmes problèmes. Bon, les travaux de l'ANOCI, ça, les audits nous en diront davantage. Mais il y a eu un gâchis extraordinaire. Juste par rapport à cette histoire de 2005 où le Sénégal s'est retrouvé dans une situation favorable avec beaucoup d'argent parce que sa dette a été effacée, il y avait quand même un travail préalable qui a été fait. C'est le travail concernant le document de stratégie de réduction de la pauvreté, le DCRP. En quoi le DCRP a été déterminant, le premier DCRP pour le Sénégal? Effectivement, Alassane,
Le premier DRSP a été assez déterminant parce que ça faisait partie des conditionnalités pour l'annulation de la dette, l'élaboration de ce DRSP dans le cadre d'un processus participatif. Personnellement, le ministre Makhtar Diop m'avait fait l'honneur de me confier la coordination en fait, de l'élaboration de ce document. Alors, le ministre Makhtar Diop ne voulait pas lancer en fait, le processus d'élaboration du DRSP durant une période de campagne, parce qu'il y avait les législatives qui étaient prévues en juin 2001 ou quelque chose comme ça. Alors effectivement, il voulait qu'on le fasse dans un cadre beaucoup plus serein. Malheureusement, après les législatives de juin 2001, donc il est parti. Il avait été remplacé par le ministre Mamadou Seck. Je lui avais expliqué que on a cette contrainte d'élaboration du DRSP. On a 6 mois pour le faire. C'est matériellement quasiment impossible. Il faut donc qu'on discute avec la Banque mondiale pour différer de 6 mois encore. Il m'avait dit qu'il ne voulait pas commencer son magistère par des reports, ce qui se comprend bien entendu. Donc avec les techniciens, on avait décidé de réunir toutes les conditions en fait pour le faire. Là, j'en profite pour rendre vraiment un hommage à toute l'équipe technique qui avait travaillé avec moi, les Ibrahima Dia du MCA Sénégal, Mayassine Kamara qui est à la cellule de pauvreté et bien d'autres encore. Alors, on a travaillé dans des conditions extraordinaires. Quand on dit que les fonctionnaires ne travaillent pas, ce n'est pas partout. Dans les derniers mois, nous travaillons jusqu'à minuit et d'autres équipes prenaient la relève de minuit à 8 h du matin et ainsi de suite. Et nous avons pu donc terminer dans les délais prévus le DRSP. Il y avait, dans le cadre d'un processus participatif, il y avait on avait élaboré 36 documents. Alors, à 2 semaines de la date annoncée pour le séminaire de 2 semaines ou 3 semaines, pour le séminaire de validation, il y avait 36 documents qui étaient là qu'il fallait synthétiser. Le directeur des opérations de la Banque mondiale de l'époque était tellement sûr, ils peuvent être autant quand même, était tellement sûr qu'on serait incapable de le faire, qu'il avait pris les congés, il est parti en vacances. Ce qui était quand même inconcevable à l'époque, parce que le DRSP représentait la panacée en fait pour la Banque mondiale. Moi personnellement, ça m'avait fait un choc. Dans les délais prévus, on avait terminé le document et organisé le séminaire. Ce qui était bizarre, en l'absence du directeur des opérations de la Banque mondiale. Après, il y a eu des... J'ai rapporté en fait dans le livre tous les détails. L'autre choc, c'est quand aux Nations Unies, les Jeffrey Sachs, quand même, qui est un économiste de renommée, se réunissent et disent que le document du Sénégal, c'est un des meilleurs. Je dis, je dis, mais là, il y a un problème. Parce que moi, je sais que ça ne vaut rien. En fait, on a fait tout ce qui était demandé. Il y avait un cadre qui était tracé par le Fonds monétaire, la Banque mondiale, pour l'élaboration des DRSP. On a tout respecté, mais je savais que le Sénégal ne pouvait vraiment pas compter sur quelque chose comme ça, en fait, pour espérer l'émergence. La pauvreté dont on parle est toujours présente. On a mis en place stratégie, mais les Sénégalais continuent à être pauvres. En tout cas, moi, personnellement, c'est ce qui m'a amené à réfléchir
et essayer de proposer une démarche, une vision sur les questions de développement. Mais est-ce que ça ne repose pas le problème justement de la Banque mondiale, des FMI qui viennent dans nos pays avec leur propre schème de pensée et de façon de faire, nous imposer les canevas sans que nous-mêmes, nous ayons la latitude aussi de dire comment nous pouvons penser notre développement? En fait, tout ça, c'est des problèmes de leadership. Je vais te raconter une anecdote. Quand Mamadou Touré était ministre de l'économie et des finances, Mamadou Touré, bon, on a tous été formés à son école. Bon, on ne lui rendra pas jamais suffisamment hommage. Un homme vraiment extraordinaire. Il nous a inculqué une vision de l'État, de l'administration, de la gestion économique. Quand Mamadou Touré était ministre de l'économie et des finances, les fonctionnaires de la mission du Fonds monétaire, quand ils venaient au Sénégal, a rencontré le ministre des Finances pour une visite de courtoisie. Au début, les discussions, c'était exclusivement avec les services techniques. À la fin de la mission, on venait faire une réunion de synthèse, présenter une synthèse au ministre de l'économie et des finances. Nous-mêmes, à l'époque, on abritait, j'étais à la direction de la prévision et de la conjoncture à l'époque, on abritait le représentant du FMI, il était dans nos locaux. Toutes les discussions, c'était avec les services techniques. Ça, c'était avec Mamadou Touré. Maintenant, les chefs de mission, ils vont voir les chefs d'État. Quand le chef de mission, il a discuté avec le chef de l'État, avec le Premier ministre, mais qu'est-ce qu'un petit chef de division, un directeur peut lui opposer? Rien du tout. Mais pourquoi cela? C'est un complexe? Non, tu poses une question extrêmement importante. C'est le problème du complexe. Et là, j'espère qu'on aura le temps d'en discuter. Et c'est en cela que je pensais que tout ce que j'ai dit, ça a déjà été dit par d'autres. Mais on ne peut pas espérer régler la problématique du développement, la problématique de l'émergence, tant qu'on n'aura pas réglé le problème du complexe. L'Africain bon, après, c'est pas quelque chose de simple, c'est des choses qui ont été forgées, qui sont fixées dans notre inconscient. C'est des conséquences de l'esclavage, de la colonisation et d'un ensemble en fait, de comportements des uns et des autres. Aujourd'hui, offrez une poupée noire à votre fille, elle va vous jeter ça. Non. Il faut qu'on règle le problème du complexe. Et c'est en cela que bon, j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Et en cela, est-ce que justement c'est ce complexe-là ce qu'a expliqué aujourd'hui que quand le représentant des FMI était au Sénégal, le fameux Alexis Segura avait autant de puissance au Sénégal, médiatique, pratiquement politique, qui intervenait sur tous les sujets, dans tous les domaines? C'est vrai qu'il avait des entrées partout. Moi personnellement, on avait d'excellents rapports. Ça, c'est des choses que je ne vais pas trop développer là-dessus. Parce qu'il y a eu le scandale, l'affaire Segura, qui a éclaté ici au Sénégal, où le président de la République, Abdoulaye Wade, lui donnait des cadeaux, des billets, une mallette remplie d'argent, de dollars et d'euros. Et ça a créé un scandale mondial. Bon, je suis un des rares témoins en fait de cette affaire parce que. Comment ça s'est passé? Au fond, Alex était. Les services de la présidence avaient décidé de le décorer sans aucune consultation avec les FMI. D'abord avec les FMI, ensuite avec le ministère de l'économie et des finances. Avec l'administration. Ça, c'était assez courant, comment dirais-je, avec Wade. Prendre des initiatives sans avoir l'avis de l'administration. Pourquoi ils avaient décidé de décorer Alex Segura? Est-ce qu'ils avaient peur un peu de ces comptes rendus une fois à Washington? Bon, c'est ça? Certainement. Bon, parce que quand même, il faut le dire, parfois il a fermé les yeux sur un certain nombre de choses. Bon. Qui? Segura? Ah oui. Quelle chose? Oh bon,
Je trouve, par exemple, que le Fonds monétaire n'a pas été assez virulent comme il le fallait sur la question des chantiers de l'ANOCI. On a parfois laissé faire. Bon, mais il faut reconnaître quand même que par la force des choses, ils étaient devenus le garant des intérêts du Sénégal contre la boulimie financière de certains. Est-ce que vous pouvez nous raconter la scène? Comment ça s'est passé? Que Senghor a pu aller à la présidence, ressortir avec des monettes d'argent? Donc, il l'invite pour le décorer. Et à la veille de la décoration, il se rend compte que les textes ne le permettent pas. Les textes du FMI même ne le permettent pas. Donc, alors le président décide de déjeuner avec lui. Ça, c'est ainsi que Alex m'a raconté les choses. Il déjeune avec lui et bon, à la fin du déjeuner, il va dans une armoire là, il prend une mallette remplie d'euros et de dollars et il lui remet. Bon, il était